Je m'appelle Damien Charamidze, je suis biologiste et je suis spécialiste des insectes, ce qu'on appelle un entomologiste. Et les insectes que j'étudie, ce sont des espèces un peu particulières parce que c'est uniquement les insectes qui se développent sur les cadavres qui m'intéressent. Alors il y a plein d'insectes qui peuvent venir manger à un moment sur un cadavre, mais ceux qu'on appelle nécrophages, c'est des insectes qui vont être obligés d'avoir un cadavre pour pondre leurs œufs et pour que les larves, se développent. On a des mouches, principalement, les mouches que tout le monde connaît, les mouches que vous pouvez voir sur un trottoir, les mouches vertes, mouches à merde, et ben c'est des espèces nécrophages. C'est-à-dire qu'avant d'être une mouche, cette mouche, ça a été un asticot, et cet asticot, obligatoirement, il a grandi en mangeant de la viande. Donc ça peut être un cadavre d'un animal, ça peut être un cadavre humain, ou ça peut être un reste de nourriture dans une poubelle, mais il faut que ce soit de la viande. Ce qu'on observe, c'est que souvent, les animaux, y compris les insectes, essayent de limiter la concurrence, et donc en utilisant les cadavres, ils vont avoir une ressource qui est facile et qui est utilisée par peu d'autres espèces. Donc ça fait beaucoup de nourriture, facile d'accès, et il n'y a pas besoin de se battre, ou peu besoin de se battre avec d'autres animaux pour y avoir accès. Une mouche, ça pond 200 œufs en une fois, donc 200 asticots. S'il y a 100 mouches, ça fait beaucoup d'asticots. Donc il peut vite y avoir de la concurrence. La concurrence entre les asticots d'une espèce, d'une mouche, la concurrence entre les asticots de différentes espèces. Il y en a même qui sont prédatrices, donc il y a des asticots qui vont chasser d'autres asticots, il y a des scarabées qui vont venir chasser les asticots aussi, et puis il y a des oiseaux qui vont venir les manger, et puis il y a aussi quelque chose qu'on voit pas, c'est les bactéries. Quand on parle d'un cadavre, ça se décompose, comme n'importe quelle nourriture qu'on va laisser à l'extérieur. Et ça se décompose parce qu'il y a des bactéries, des micro-organismes. Et ces micro-organismes, il y a une théorie qui est assez ancienne, qui dit que leur intérêt, c'est de gâcher la nourriture. Il y a un chercheur qui a expliqué ça en disant, quand on laisse 2 fruits, imaginez, vous avez 2 raisins que vous laissez chez vous. Il y en a un qui, en 1 jour ou 2 jours, va commencer à pourrir. Et puis l'autre qui va pas se décomposer. Lequel des deux vous allez manger? Celui qui est frais. Celui qui est frais, il n'y a aucune bactérie qui pourra se développer parce que vous l'avez mangé. Celui qui a commencé à être contaminé par les bactéries qu'elles ont fait pourrir, ils vont pouvoir continuer à le manger parce que elles l'ont rendu non comestible pour tous les autres. C'est ce qui se passe avec les cadavres. Les bactéries qui sont dessus, elles sont en concurrence avec les asticots et donc elles vont essayer de gâcher la nourriture pour que ces insectes-là ne puissent pas le manger. Puis en plus de ça, il y a des animaux qu'on appelle charognards. Alors il y en a de moins en moins, c'était par exemple les vautours. En France, il n'y en a plus trop, en Europe, il n'y en a plus beaucoup. Vous avez aussi les sangliers, les renards. Tout ça, c'est des animaux qui vont se nourrir aussi sur les cadavres. Donc ils sont un peu tous en compétition et ils essayent chacun de trouver un mécanisme pour pouvoir en profiter. Une mouche, ça peut sentir un cadavre à plusieurs kilomètres de distance. On considère que c'est à peu près 10 km. Pour fixer les idées, 10 km, un être humain, il met à peu près entre 2 et 3 heures pour faire 10 km à pied. Donc ça veut dire que les mouches, si on transpose pour nous, là vous êtes capable de sentir, il y a un repas. De marcher pendant 2 ou 3 heures dans la bonne direction pour aller le trouver. Donc les mouches, elles font ça. Elles sentent le cadavre et elles arrivent tout de suite. Chacun apporte ses compétences. Ce qu'on a réussi à démontrer, ça c'est très récent, c'est vraiment les dernières découvertes, c'est que au sein d'une espèce, les asticots, ils ont la capacité à contrôler certaines bactéries, donc à sécréter des composés antibactériens, antimicrobiens, qui vont tuer une partie des bactéries, et puis à se développer à une certaine température. Par exemple, entre 15 degrés, il commence à se développer, puis arrivé à 25, il commence à avoir un peu trop chaud. Ça, c'est pour une espèce. Si on met une deuxième espèce,
cette deuxième espèce, elle peut tuer d'autres bactéries, et puis elle va être active à partir de 5 degrés. Mais par contre, à 20, elle commence à avoir trop chaud. Quand on met les deux ensemble, ça veut dire qu'entre 5 et 25 degrés, on a toujours quelqu'un qui est en mesure de s'activer, donc de commencer à faire monter un petit peu la température, de contrôler un petit peu les bactéries. Les asticots, ils font aussi autre chose, c'est qu'ils peuvent pas manger quelque chose qui est dur. Ils ont pas vraiment de bouche. Enfin, si, ils ont une bouche, mais ils vont plutôt aspirer. Donc, ils ont des petits crochets, ils grattent et puis ils aspirent. Et pour pouvoir aspirer, il faut qu'ils aient transformé un muscle, qui est dur, en quelque chose qui est liquide. Donc, ils vont cracher des enzymes qui vont transformer la nourriture en une espèce de soupe qu'ils peuvent ensuite aspirer. Ça, plus ils sont nombreux, et plus ils y arrivent. Et comme chacun apporte quelque chose de différent, imaginez que vous avez une espèce qui a que des couteaux. Et il y a une autre espèce qui a que des fourchettes. Si elles se mettent ensemble, elles ont les couteaux et les fourchettes et c'est plus facile pour manger. Si on a plusieurs espèces qui viennent pondre en même temps et qui s'associent, souvent les espèces elles sont en compétition. Et là, chez les mouches, on observe qu'au contraire, elles vont se regrouper, elles vont collaborer, parce qu'en étant ensemble, elles sont plus efficaces que si elles étaient toutes seules. Le fait de collaborer, de s'associer entre espèces différentes, c'est ce qu'on appelle du mutualisme, et c'est pas quelque chose de fréquent du tout. Surtout chez les insectes ou chez des animaux qu'on pourrait considérer comme simples, même si en fait ils sont très loin d'être simples. Chercheur et puis expert judiciaire. Et dans ce que je fais comme recherche, il y a deux choses. Il y a des recherches qui servent pour expertise. Donc on va faire des expériences qui vont permettre d'avoir des résultats qu'on pourra utiliser pour dater un corps humain. Ça, c'est une partie de mon travail. Et les gens qui font de la recherche travaillent un peu partout en Europe pour essayer d'améliorer, ou dans le monde d'ailleurs, pour essayer d'améliorer ces méthodes de datation. Mais il y a aussi une partie qui est de la recherche complètement fondamentale. C'est-à-dire que pour le moment, on voit absolument pas d'application, d'utilisation concrète. C'est juste pour la connaissance, pour savoir. Mais c'est quand même intéressant parce que, en étudiant les asticots, ou les insectes qui vivent sur les cadavres, on comprend comment, au cours de l'évolution, les organismes ont évolué pour faire face à des conditions de vie qui sont difficiles. Par exemple, en collaborant, la socialité, c'est une réponse, un mécanisme qui est apparu au cours de l'évolution pour faire face à l'adversité. Et ça, on peut le voir, on peut l'observer en étudiant des choses aussi simples que des asticots. Alors pour le moment, ça sert pas à grand chose, à part à la connaissance, soit c'est intéressant, mais peut-être aussi que dans le futur, ça aura des applications parce qu'on comprend aussi de plus en plus que les cadavres, ça fait partie de l'écosystème. Le fait qu'un animal qui meurt, il se transforme ensuite en insectes qui vont être mangés par des oiseaux, par d'autres insectes, que tout ça, c'est un écosystème avec un recyclage de la matière organique, et c'est important. Et on est en train de se rendre compte que finalement, les cadavres, par exemple les cadavres les animaux qui sont écrasés par les voitures, et plutôt que de les mettre dans un camion et de les emmener dans une usine pour les jeter ou pour les incinérer, si on les prend et qu'on les jette dans la forêt d'où ils viennent, ça permet de maintenir de la biodiversité. Alors l'expertise judiciaire, c'est d'utiliser les insectes qu'on va trouver sur un cadavre humain dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'une instruction judiciaire. Donc on a un magistrat ou un policier, un juge ou un policier qui va nous demander, qui va me dire, on a un cadavre avec des insectes, est-ce qu'on peut expertiser ces insectes pour savoir quand est-ce que la personne est morte? Est-ce que ces insectes, en les étudiant, on peut en apprendre des informations sur la manière dont cette personne est décédée, le moment où elle est morte? C'est ça une expertise.
L'expertise judiciaire, l'expertise des insectes sur un cadavre, c'est pas quelque chose qui est très fréquent. Dans beaucoup de cas, on a d'autres moyens de savoir quand est-ce que la personne est morte. Tout le travail de la police, les enquêteurs, qui vont réussir à reconstituer ce qui s'est passé. Mais on a quand même des cas, ça représente, en France, on est entre 100 et 150 cas par an, pour lesquels on a cette expertise entomologique, où on utilise les insectes pour apporter une information sur la datation du décès. La manière la plus simple de procéder, c'est d'utiliser la succession chronologique des insectes sur un cadavre. Comme on n'a pas les mêmes insectes au même moment, on peut, en regardant quelle espèce on a, savoir si c'est une espèce qui vient rapidement après le décès ou qui met du temps à arriver. Le problème de ça, c'est que c'est pas très précis. Donc, on a utilisé ça pendant longtemps, jusqu'au début des années 2000 à peu près, on utilisait cette méthode-là. On parlait de la méthode des escouades. Mais c'était pas très satisfaisant. Ce qu'on essaye plutôt de faire maintenant, c'est de regarder les insectes qui sont sur le cadavre, principalement les asticots. On va récupérer ces asticots, on va regarder quelle espèce c'est, et on va regarder à quelle température ils ont grandi. Si on a l'espèce et la température, on a des méthodes qui permettent de déterminer l'âge de cet asticot. Donc je récupère l'asticot, je regarde son espèce, la température qu'il faisait, et ça me permet de savoir que cet asticot, il a 15 jours. C'est son âge. Ça veut dire qu'il y a 15 jours, il y a une mouche qui est venue pondre cet asticot, c'était un œuf, et elle a pondu sur un cadavre. Parce que les mouches, elles ne pondent pas sur les gens ou sur les animaux vivants, normalement. Donc il y a 15 jours, si cet asticot a 15 jours, il y a 15 jours, et bah, le cadavre, c'était déjà un cadavre, donc la personne était déjà morte. Ça donne une première information sur la date du décès. C'est ce qu'on va appeler un intervalle post-mortem minimum. Il y a 15 jours, il était déjà mort. Ça ne veut pas dire qu'il venait de mourir. Et la grosse différence, c'est combien de temps les mouches ont mis à venir. Si vous faites un barbecue en été, vous sortez une côte de bœuf, en 5 secondes, il y a des mouches qui viennent. Si vous ne surveillez pas, en 10 minutes, il y a des œufs. Date du décès, arrivée des mouches, c'est quasiment la même chose. Si maintenant vous faites un barbecue en plein hiver, il fait froid, éventuellement il pleut, vous pouvez sortir votre côte de bœuf, attendre plusieurs heures, plusieurs jours, il ne se passera rien. Donc, l'arrivée des insectes, c'est pas la même chose que la date du décès. Et donc c'est ça qui est compliqué dans une expertise, c'est non seulement d'avoir l'âge des insectes, mais aussi de regarder combien de temps ils ont mis pour venir. Et ça dépend, le temps qu'il faut à un insecte pour arriver à une mouche pour venir pondre sur un cadavre, ça dépend de la température, des conditions météo, ça dépend aussi de l'endroit où se trouve le corps. Un cadavre qui est en intérieur, faut le temps que les insectes y réussissent à rentrer. Combien de temps il faut à une mouche pour rentrer dans un appartement? On n'en sait rien. Ce qui est important dans le cadre des expertises judiciaires, quand on essaye de comprendre comment une personne est morte et à quel moment elle est morte, c'est qu'on a rarement une seule méthode scientifique qui apporte toutes les réponses. Les enquêteurs, ils parlent d'un faisceau d'éléments. Donc on va faire différentes analyses, et puis tout ça, ça va converger vers une réponse. Alors, il y a des cas particuliers où c'est juste une analyse qui va donner la réponse. Mais les analyses d'insectes, c'est pas l'arme absolue pour élucider un crime. Mais pas plus que l'ADN ou que les autres analyses qu'on puisse faire. Après, il y a des choses qui évoluent, et il y a notamment une chose qui a changé depuis quelques années, c'est qu'on a tous un téléphone portable, qu'on utilise tout le temps. Et pour retrouver les corps, on regarde dans quelle zone le téléphone badge, dans quelle zone il se trouve, et puis pour dater le décès, on peut regarder à quel moment le téléphone a arrêté d'être utilisé. Et ça, souvent, ça donne une bonne indication. Alors c'est une méthode récente, parce qu'avant on n'avait pas de téléphone portable, mais qu'est-ce que les enquêteurs font depuis très longtemps? Ils regardent dans la boîte aux lettres quand est-ce que le courrier a arrêté d'être relevé, ou ils regardent dans le frigo les dates de péremption des aliments. C'est le même principe.